Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans notre compagnie pour ce débat exceptionnel qui va avoir lieu dans quelques instants. Ici, nous sommes, vous le savez, si vous suivez nos émissions politiques sur France 3, Haute-Normandie, au Musée des Beaux-Arts et plus particulièrement dans le Jardin des Sculptures, en votre compagnie, Catherine, pour parler bien évidemment des élections législatives. Après un premier tour qui a livré quelques surprises, comme vous allez nous les résumer maintenant. Oui, alors effectivement, déjà dans la région, ce premier tour a été marqué un petit peu comme partout par une nette progression du Parti socialiste, mais il se résume à 11 duels aujourd'hui gauche-droite, donc pour ce deuxième tour dans les 15 circonscriptions de notre région, mais sans communistes. Il n'y aura pas de députés communistes cette fois-ci. C'est donc une page qui se tourne. Une seule circonscription a été gagnée pour l'instant par un député, c'est celle de M. Fabius, la 4e. Et puis il y a aussi 2 candidates qui sont sur le point d'être élues dans la 3e et la 8e de Seine-Maritime. Merci Catherine pour ces précisions. Donc deuxième tour dimanche prochain. Et pour en parler, eh bien, nous avons invité 6 représentants des partis politiques qui avaient tous des candidats dans ces circonscriptions, donc 15, vous l'avez dit, au lieu de 17 la dernière fois, que je vais vous présenter, que je salue d'ailleurs au moment où ils nous rejoignent, que je vais vous présenter par ordre alphabétique. Monsieur Nicolas B, bonjour, vous êtes conseiller régional du Front National. Bonjour. À vos côtés, Céline Brunin, bonjour. Vous êtes secrétaire départemental du Parti communiste de Seine-Maritime. À vos côtés, Mario Demazière, bonjour. Vous êtes secrétaire départemental adjoint de l'UMP en Seine-Maritime. Face à vous, Alain Leverne, bonjour. Vous êtes président socialiste du Conseil régional de Haute-Normandie et vous êtes sénateur. À vos côtés, Catherine Morin-Desailly, bonjour. Vous êtes sénatrice de Nouveau Centre de Seine-Maritime. Et à vos côtés, bonjour également, monsieur Claude Taleb. Vous êtes vice-président Europe Écologie Les Verts du Conseil régional. Alors Catherine, moi, je pense qu'on va peut-être d'abord préciser une chose très importante. Le débat va durer 1 heure. Vous avez tous le même temps. Stéphane Gaillard en personne, notre délégué régional, supervise le chronomètre. C'est important, il faut quand même le dire. Et puis, nous jetterons un coup d'œil un peu particulier sur 2 circonscriptions. La 7e circonscription de Seine-Maritime, donc celle du Havre, et puis la 5e circonscription de l'Eure, où il se passe là aussi des choses peut-être un peu surprenantes pour certains d'entre vous. Vous nous le direz. Un premier tour de table, si vous le voulez bien, par ordre alphabétique toujours. Comment est-ce que vous analysez les résultats du premier tour, en particulier bien évidemment Monsieur B, en ce qui concerne votre formation politique? D'une façon générale, il y a une logique institutionnelle dans le couplage de la présidentielle avec les législatives qui conduit à donner une majorité au président qui a été élu. Donc c'est une tendance marquée dimanche dernier. Par ailleurs, il faut quand même souligner la forte abstention qui est liée notamment au mode de scrutin. Qui ne vous a pas servi? Sans doute pas, mais d'une façon générale, c'est un mode de scrutin qui est très antidémocratique. Il prive de représentation totalement ou presque des formations politiques comme le Front National, qui ont pourtant un poids électoral très important. Marine Le Pen avait rassemblé 18% des suffrages à l'élection présidentielle. Mais en ce qui nous concerne, eh bien, les résultats de dimanche dernier ont été bons. Ils ont confirmé la dynamique autour de notre mouvement, la dynamique autour de Marine Le Pen, et vont permettre au Front National, dans les mois et les années qui viennent, d'être le pôle principal d'opposition à la gauche mondialiste. Madame Brulin. Alors vous perdez vos 2 députés. D'ores et déjà, vous savez que dimanche prochain, il n'y aura plus de députés communistes. C'est une première depuis de très très nombreuses années. Il y en avait un qui était déjà perdu via le charcutage, puisque parmi les méfaits de la droite, avant qu'elle ne quitte l'Élysée, elle a fait un charcutage qui, dans notre région, a supprimé 2 circonscriptions. Dans ce contexte-là, il y a une très forte abstention. Moi, je pense que ce qui est tout à fait regrettable, c'est que l'élection législative soit ainsi minorée. C'est extrêmement important. L'Assemblée nationale, ce sont là que vont se décider les lois. C'est là que va se concrétiser ou non le changement qui est souhaité par les Français. Et alors, évidemment, je regrette et nous sommes déçus que Jean-Paul Lecoq n'ait pas été élu. Cependant, ça n'efface pas que le Front de gauche a enregistré une nette progression dans ce scrutin, puisque par exemple dans le département de Seine-Maritime, on progresse de 3 points. Le mode de scrutin, qui est un scrutin uninominal à 2 tours, fait que cette progression ne se traduit pas en siège, ce que je pense et ce qui est regrettable pour la prochaine majorité de gauche. Vous n'avez fait que 9% vous aussi dans la 9e circonscription. Que 9% dans la 9e circonscription, si vous la connaissez bien, je pense que c'est plutôt 9%.
Alors, monsieur de Mazières, du côté de l'UMP, dimanche soir, on disait que l'UMP souffrait à l'occasion de ce premier tour des élections législatives. C'est vrai que c'est quand même un petit peu difficile et que vous n'êtes pas en situation très évidente avant ce deuxième tour, notamment dans certaines circonscriptions, y compris, on pense à la deuxième de Seine-Maritime, où la seule, où M. Sarkozy avait devancé M. Hollande au deuxième tour de l'élection présidentielle. Là, votre candidate, Mme Guégou, sortante, est vraiment à quelques voix, quelques centaines de voix près, au même niveau que la candidate Europe Écologie Les Verts. Alors, moi, je ne vais pas dire que l'UMP souffre. Le constat est clair. Les résultats, effectivement, sont très serrés sur une partie des circonscriptions du territoire normand. Ce que je souhaite dire, c'est que nos candidats ont été des candidats de terrain, de proximité, qui ont été très actifs. Malheureusement, et je le répète, les résultats sont très serrés, même si je suis confiant, je reste confiant quant au second tour, quant aux résultats du second tour, où j'appelle tous les électeurs à apporter leur voix à nos candidats UMP. Est-ce que c'est l'effet présidentialisation qu'ont dénoncé M. B et Mme Brulin, présidentialisation qui a été quand même voulue par l'UMP à l'époque? Alors écoutez, l'effet présidentiel, ce que je voudrais dire, c'est qu'on a quand même eu une campagne présidentielle détestable, je tiens à le dire, où le président candidat, Nicolas Sarkozy, a été malmené, maltraité pendant 5 années. Comment voulez-vous que les électeurs... qui a été maltraité pendant 5 années, écoutez, avant que ce soit le président. On pourra en débattre tout à l'heure, si vous le souhaitez, Madame Brulin. Mais je pense que pendant 5 années, le président de la République, Nicolas Sarkozy, a été maltraité, malmené, alors que sa politique qu'il a mise en œuvre sur le territoire national était une bonne politique face à une crise économique internationale que vous connaissez, Madame Brulin, dont nous avons souffert et dont nous souffrons toujours. Bon, alors, on va passer à M. Leverne, je pense qu'il n'est pas d'accord. On reviendra peut-être tout à l'heure sur ce que vous venez de dire, étant entendu que, finalement, les législatives, c'était peut-être aussi l'occasion de corriger le tir, mais pour le moment, ça n'a pas l'air d'être le cas. M. Leverne, vous êtes un président heureux, parce que, franchement, le Parti socialiste progresse partout, dans l'Eure, en Seine-Maritime, et parfois de façon quand même très nette. Moi, ce qui me rend heureux, c'est que les Français le soient, et que le bonheur, l'espérance, soient demain un horizon nouveau, car ils ont été maltraités pendant de très nombreuses années. Et au fond, le résultat de ce premier tour, il est au fond la conséquence de la première séquence présidentielle et des premiers pas du nouveau gouvernement, qui fait que la vérité a été dite, les premiers engagements ont été tenus, et la place de la France sur la scène internationale a permis de faire bouger des lignes dont on nous disait qu'elles étaient immuables. J'ajoute que pour ce qui concerne la région, le constat que nous faisons et que j'espère nous ferons dimanche prochain, c'est d'une part un renouvellement du personnel politique, des représentants à l'Assemblée, une féminisation. Le département de la Seine-Maritime sera, je pense, un des rares départements envoyés à l'Assemblée, une majorité de femmes. Il y avait du retard. Il y a du retard partout. Mais je vous signale que le Parti socialiste, dans les candidatures qu'il a présentées, a respecté la règle de parité. Enfin, je veux dire un mot sur la séquence présidentielle et le fait qu'au plan législatif, pour désigner les députés, nous constatons une moindre participation. Je rejoins Céline Brulin en la matière. Cela est regrettable et je souhaite que les Français prennent conscience que l'élection des représentants du peuple, des députés, est essentiel. Car si demain, le président de la République, le gouvernement, ne dispose pas d'une majorité, eh bien, en réalité, cela veut dire que ce sera le programme de la droite qui s'appliquera, c'est-à-dire le programme de M. Sarkozy, qui a été rejeté il y a quelques semaines. Mais vous n'y croyez pas à ça, franchement. La question est, est-ce qu'elle n'est pas plutôt de savoir s'il y aura une majorité pour le seul Parti socialiste, absolue ou non, ou avec majorité absolue, ou alors avec vos alliés. Regardez en observateur attentif que vous êtes et analysez les résultats, vous constaterez que certes il y a une progression des partis en pourcentage, mais que le réservoir de voix à partir des suffrages exprimés est considérable. Il y a beaucoup d'abstentionnistes.
Et donc, je pense qu'à la fois, moi, je lance un appel général. Ne laissez pas les autres décider à votre place. Et puis ensuite, donner une majorité au président et à ce gouvernement pour que la France puisse relever ces défis qui sont immenses. Alors, Madame Morin-Desailly, est-ce que vous êtes déçue aussi par ces résultats? Votre alliance avec l'UMP, finalement, n'a pas donné les résultats escomptés? Non, je ne suis pas d'accord avec ce que vous venez de dire. L'analyse que je fais du scrutin de dimanche, c'est qu'il confirme le scrutin du 6 mai, à savoir que ce n'est pas un vote d'emballement pour François Hollande, ce n'est pas la vague rose qui avait été annoncée, en tout cas elle n'a rien de comparable avec celle de 1981. C'est le plus fort taux d'abstention de la Ve République pour ces législatives. 40%. Ce qui est un vrai signe et une vraie question. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vote d'emballement. Cela confirme que le vote du 6 mai a davantage été un rejet de la personnalité du président sortant et non pas de son programme, et que le vote du premier tour des législatives n'est pas plus un vote d'adhésion aux promesses que l'on sait intenables du Parti socialiste. Quand je regarde d'ailleurs les pourcentages au niveau national, vous noterez que PS est associé UMP et Nouveau Centre, puisqu'il y a une alliance de ces deux partis pour ces élections, eh bien, est quasiment le même. On est aux alentours de 34%. Dans nos deux départements, si on note une poussée du Parti socialiste, je note aussi que nos candidats sortants ont très bien résisté. Ils sont d'ailleurs assez souvent devant, je pense à Alfred Tracy-Paillot, Hervé Morin, Bruno Le Maire, Françoise Guégaud et Michel Lejeune. Ils sont devant, quoi qu'il arrive. Et à Rouen, je note aussi une chose sur cette nouvelle circonscription, c'est que la candidate ministre n'enregistre pas plus de voix qu'en 2007, alors qu'elle est dans un contexte infiniment plus favorable. D'abord, elle est ministre, et en plus, le président de la République est un candidat socialiste. Cyril Grenaud résiste extrêmement bien pour un candidat nouveau sur la scène politique face à cette poussée. Et puis, dernière remarque, je note que le scrutin du 22 avril, qui a enregistré une forte poussée vers les extrêmes, Front de gauche, Front national, ne s'est pas traduit dans ce scrutin des législatives du premier tour par une adhésion durable de l'électorat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ces électeurs, il faudra apporter des réponses claires et précises par rapport aux préoccupations légitimes qu'ils peuvent avoir. Alors je pense que, je ne dis pas que vous êtes d'accord avec M. Leverne, mais quand il dit qu'il y a une réserve de voix très importante parce qu'il y a un nombre d'abstentionnistes lui-même très important, c'est peut-être là, on aura l'occasion d'y revenir avec M. Lemazière et vous-même, que vous espérez récupérer des voix. Parce que quand vous dites que la droite a fait mieux que résister, ça n'est pas faux d'une certaine façon, mais en même temps, elle n'a pas beaucoup de réserve de voix. Si vous associez le Front de gauche avec le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts, franchement, dans certains cas, ça va être très difficile pour vous. Il y a ceux qui ne se sont pas déplacés au bureau de vote, et ils sont extrêmement nombreux. Sachons leur parler, sachons leur apporter les réponses aussi qu'ils attendent aux vraies questions qu'ils posent. Voilà. Alors, M. Taleb, Europe Écologie Les Verts, il y avait deux candidats qui étaient soutenus par le Parti socialiste dans deux circonscriptions, la deuxième de Seine-Maritime et la cinquième de l'Eure. Alors, dans un cas, ça se présente plutôt pas trop mal pour le moment. Très bien, même plutôt très bien, et pour vous. Et dans un cas, ça s'est passé très très mal parce qu'il y a eu un désaccord avec une explosion, littéralement, on peut dire les choses comme ça, 41% si on fait le total des voix de gauche dans la cinquième circonscription, et à l'arrivée, un duel UMP-Front National. Alors, je suppose que, comme tout le monde, il y a la bouteille à moitié pleine, la bouteille à moitié vide. Qu'est-ce que vous préférez? Non, moi, Madame Desailly est contente. Je ne pense pas que ce soit le cas des Français. Et en effet, je pense qu'autant au présidentiel qu'au premier tour des législatives, ils ont montré à quel point, en effet, ils étaient mécontents. Et mécontents, en effet, d'avoir été maltraités dans les 5 années qui se sont écoulées. Et quand même, ce qu'on va retenir du premier tour, vous me permettrez cette première remarque incontestablement, c'est que dans cette circonscription d'Autant dit, où les candidats de la majorité présidentielle sont opposés à des candidats sortant du sarkozysme, les 7 candidats de la majorité présidentielle sont en mesure de l'emporter au second tour. C'est quand même une remarque qui me semble essentielle. Parmi eux, effectivement, une candidate qui est chère à mon cœur, qui est Véronique Moinet, la candidate d'Union Europe Écologie Parti Socialiste dans la deuxième circonscription. Mais on voit bien là, sous condition en effet, de se remobiliser, d'aller voter massivement et si possible même de conforter la dynamique qu'on a vu apparaître au premier tour. La victoire pour la majorité présidentielle est tout à fait possible dimanche prochain. Donc c'est quand même, je souhaitais quand même vous faire cette première remarque. J'ai évoqué le cas de, effectivement, le verre est plus que plein pour nous, puisqu'en effet, nous pensons
Là encore, on appelle les électeurs à confirmer la dynamique qu'on a vue au premier tour, à se mobiliser, qu'il est possible et que ce sera une bonne chose pour la Haute-Normandie que ce dimanche soit élue la première députée écologiste de Haute-Normandie dans la deuxième circonscription. Elle est en position très favorable. Je crois qu'on peut reprendre les chiffres dans tous les sens. Si on regarde un peu les choses objectivement, on voit que c'est possible, sous réserve que la dynamique se poursuive, qu'il y ait une bonne participation au deuxième tour. Bon, et à contrario, et c'est peut-être une leçon aussi qu'il faudra savoir tirer, on voit bien que quand l'union existe, se passe bien, et bien ça marche pour tout le monde, qu'on est en position de gagner. À contrario, en effet, dans la 27.5, c'est pas du tout la même situation. On est aujourd'hui quand même dans un paysage un peu de désolation. Mon ami Jérôme Bourlet parlait d'une sorte de 21 avril local qui s'était produit là-bas. Les candidates, les deux candidates de gauche de division, ont commis, à mon sens, une faute politique impardonnable. Voilà, alors vous parlez de la 5e circonscription, celle de Vernon-les-Andelys, dans le département de l'Eure. Catherine, effectivement, on va peut-être d'ailleurs y revenir, et puis après on va poursuivre notre débat. Oui, c'est une circonscription où effectivement il s'est passé des choses un peu étonnantes. Oui, c'est une circonscription effectivement où on le retrouve aujourd'hui, le député donc, sortant UMP Franck Gillard, qui se retrouve donc opposé au Front National avec M. Jean-Michel Dubois. Il y avait effectivement en face 3 candidats à gauche, dont M. Jérôme Bourlet de la Vallée, qui était donc un candidat des Verts. Nous allons tout de suite voir ça en images avec un reportage. Il est confiant, Franck Gillard, le député sortant UMP. En début de soirée, les premières estimations le placent déjà largement en tête avec près de 35% des suffrages. L'ancien maire des Andelys le sait, un 3e mandat est en vue, place désormais au second tour et à un duel avec le seul Front National. J'ai connu pire. Et tout ça pour vous dire que ce soir, je suis raisonnablement serein, tout en étant, j'allais dire, très motivé pour pouvoir conclure au deuxième tour, si les électeurs en décident, bien évidemment. Pas de triangulaire donc, et entre Franck Gillard et Jean-Michel Dubois, le candidat du Front National, la passe d'armes a déjà commencé. On a une victoire à préparer, alors au revoir. L'ancien du RPR surfe sur la vague bleu marine et recueille un peu plus de 20% des voix. Le plus dur commence pour lui. Amis du soir, bonsoir. Franck Gillard nous a sous-entendu tout à l'heure qu'il avait peut-être fait le plus difficile aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Le plus difficile aujourd'hui, je ne sais pas s'il a fait le plus difficile ou le plus facile. À mon avis, c'est le plus facile parce que le plus difficile, il va l'avoir cette semaine avec moi sur le terrain. La gauche, elle, a payé ses divisions. Le candidat d'Europe Écologie Les Verts et du PS, Jérôme Bourlet de la Vallée, n'obtient que 12% des voix, juste devant les 2 dissidentes du Parti Socialiste, Hélène Ségura et Anne Mansouré. L'adversaire, c'était bien la droite et l'extrême droite. Et bilan des courses, on s'est tiré une balle dans le pied. Et l'adversaire, pour certains, c'était les écologistes et la gauche qui était avec les écologistes. Et ce soir, la gauche ne s'est finalement réunie que pour appeler à battre le FN dans un front républicain. Bon, alors on a compris que la gauche appelle à voter pour le candidat UMP. Mais alors, monsieur B, franchement, qu'est-ce qui se passe en ce moment ? On n'y comprend plus grand-chose, parce que vous avez fortement tapé sur M. Sarkozy pendant l'élection présidentielle, on ne peut pas dire le contraire, pendant la campagne, peut-être même plus d'ailleurs que contre M. Hollande, en disant que ça va être une catastrophe. Très bien, ok, on comprend bien. Là, dans certains cas, vous dites qu'il faut aider l'UMP, dans d'autres cas qu'il faut aider le Parti Socialiste. Bah, attendez, il y a la fameuse liste noire qui est sortie quand même, ça fait un petit peu de bruit cette affaire. Alors on aimerait bien que vous nous expliquiez quelle est votre stratégie, parce qu'on sait bien, on le dit, mais vous n'êtes pas d'accord avec ça, mais on le dit depuis le début, pour pouvoir gagner des sièges, il faut des alliances. Vous, tout seul, vous ne pourrez pas y arriver. Alors, c'est quoi la stratégie du Front National à l'heure actuelle ? Encore une fois, nous ne nous inscrivons pas dans une stratégie, comme c'est le cas du Front de gauche ou des Verts, de petites combinaisons politiciennes pour obtenir quelques sièges ou strapontins. Nous pensons, nous, que le Front National a vocation à rassembler le peuple français, quelles que soient ses origines, de droite ou de gauche, autour d'un projet qui place la nation au cœur des grandes orientations politiques plutôt que le mondialisme. Mais c'est vrai qu'il y a, donc d'une façon générale au deuxième tour, lorsque nous ne sommes pas présents, eh bien nous laissons les électeurs libres, ce sont des adultes responsables, chacun fait son choix en son âme et conscience. Maintenant, ce qui est vrai en revanche, pour répondre à la question sur la liste noire, c'est qu'il y a un certain nombre de personnalités de gauche... Vous distribuez des bons et des mauvais points. Quelques personnalités de gauche ou de l'UMP se sont manifestées ces derniers mois ou ces dernières années
années par un comportement particulièrement antidémocratique. Je pense notamment à ceux qui voulaient voir Marine Le Pen privée de la course présidentielle faute de parrainage de maire, par exemple. Ou encore ceux qui, à l'UMP, ont exprimé, comme c'est le cas aussi au niveau local de Mme Morin-Desailly, leur volonté de voter pour le Parti socialiste en cas de duel avec le Front National. Donc Mme Morin-Desailly est sur une liste noire? Non, parce qu'elle n'est pas candidate, donc la question ne se pose pas en l'occurrence. Mais c'était le cas au cantonal, elle le confirme. Et puis pour revenir sur la 5e de l'heure, eh bien la démocratie a parlé. Moi je salue le bon score obtenu par Jean-Michel Dubois. J'espère qu'il va obtenir une bonne progression entre les deux tours. Mais surtout, le petit reportage que vous avez fait montre bien qu'au-delà des discours exprimés par les uns et les autres autour de cette table, parmi les représentants de la gauche, comme quoi la gauche est unie, rassemblée, etc., on a un brillant exemple du contraire. La gauche était totalement divisée. C'est un petit peu exceptionnel dans la région quand même. Elle était totalement divisée. Et ce qui est amusant dans cette affaire, c'est qu'il y avait 4 candidats issus de la même majorité au Conseil régional. Donc, Monsieur Leverne, vous êtes conduit à faire un grand écart. Comme vous êtes un sportif, vous allez peut-être y arriver. Mais c'est vrai qu'on a une situation où on voit bien que la gauche est divisée. On voit bien que les combinaisons politiciennes priment sur l'intérêt du peuple français. Et finalement, dans cette affaire, le débat de l'entre-deux tours est révélateur de cette dérive. Eh bien, on parle beaucoup des positions des uns et des autres, qu'il y aura un petit groupe qui n'en aura pas, y compris des formations dont le poids électoral est marginal, comme c'est le cas des Verts, qui ont fait 2% à la présidentielle et guère plus aux législatives, et qui, au gré d'accords politiciens avec le PS, bénéficieront de sièges. Mais au-delà de ça, on ne parle pas des intérêts du peuple français, et on voit bien dans la politique qui est menée depuis un mois déjà par le gouvernement qu'il n'y aura aucun changement. Les plans d'austérité, on va les avoir avec Ayrault et Hollande, comme on les a eus avec Fillon et Sarkozy. 22 milliards d'euros au bénéfice des banques pour enflouer les banques espagnoles. Le SMIC, on attendait des mesures significatives en faveur du pouvoir d'achat, c'est ce qui avait été promis. Résultat, ça va être une hausse infime de 11 euros du SMIC. Quant à la réforme des retraites, ils avaient expliqué pendant toute la campagne qu'ils allaient la remettre en question. Rien du tout. Quelques ajustements marginaux par rapport à la réforme Fillon. Oui, mais au-delà de ça, il y a quand même des accords qui sont plus ou moins en train d'être conclus en ce moment entre l'UMP et le Front National. On le voit dans le Sud, normalement. Il y a des appels du pied qui sont faits aujourd'hui. Non, il y a, c'est vrai, Le Front National a un discours électoral sur la retraite. Quand nous manifestions pour défendre la retraite à 60 ans, on se faisait traiter par le Front National de voyous et d'émeutiers. C'est ça la réalité. Parce que donc, vous êtes des voyous et des émeutiers, mais ça ne veut pas dire par ailleurs... Donc qui défend la retraite à 60 ans, c'est certainement pas le Front National. Nous défendons la retraite à 60 ans et les 40 annuités. Mais pour répondre à votre question, non, il n'y a pas d'accord entre l'UMP et le Front National. En revanche, il y a une réalité, c'est une fracture très profonde qui existe entre la direction de l'UMP, dont on voit bien qu'ils préfèrent voter pour le Parti Socialiste plutôt que pour le Front National au deuxième tour, et la base de l'UMP. Les sondages nous l'ont montré ces derniers jours. 67%, laissez-moi terminer s'il vous plaît. 67% des électeurs de l'UMP souhaitent se rapprocher du Front National, ils souhaitent même des alliances avec le Front National. Et ce qui est vrai des électeurs l'est aussi d'un certain nombre de militants ou d'élus locaux. C'est ce qui peut expliquer qu'il y ait, dans certains cas particuliers, localement, des accords. Ça montre justement qu'il y a un clivage très profond entre la direction et la base de l'UMP. Vous étiez un peu en retard en temps de parole, là vous êtes en avance. Monsieur Leverne, alors je sais que ça vous a énervé. Je l'ai lu dans la presse, vous étiez très mécontent de ce qui s'était passé dans la 5e circonscription de l'Eure, et je crois même d'ailleurs que vous avez dit, je ne m'occupe pas d'eux, en revanche je soutiens dans la 2e circonscription de Seine-Maritime où l'accord est respecté. Qu'est-ce qui vous énerve? C'est le fait que la fédération tienne pas ses troupes, ou bien que vous avez finalement perdu probablement l'occasion d'avoir un siège supplémentaire, parce que vous n'étiez pas franchement, tout à fait d'accord c'était avec cet accord du départ, en tout cas. Je crois que ce qui est important de façon générale, quand on est un responsable politique, c'est de respecter la parole donnée. Et personnellement, je dois beaucoup au parti dans lequel j'ai inscrit mon parcours, qui est le Parti socialiste. Et quand on appartient à un parti, on en respecte les règles. Et de ce point de vue-là, j'aurais souhaité que les partis, dans leur ensemble, puissent faire respecter les règles et donc les accords. Car au fond, de quoi s'agit-il à la fois de destin d'individus, mais qui ne sont que des individus par rapport à ce pourquoi je me bats, c'est-à-dire des objectifs. En l'occurrence, ce qui est important aujourd'hui dans ce monde qui est bouleversé n'est pas l'intérêt de tel ou tel dans la 5e de l'heure, c'est quelle réponse apportons-nous
à cette économie détruite par la grande finance? Comment allons-nous donner davantage de pouvoir d'achat? Comment allons-nous sauver l'école? Comment allons-nous pouvoir restaurer un service de santé qui a été maltraité? Comment allons-nous, dans cette région, apporter des réponses à la réindustrialisation? C'est ça, les paroles. Or, lorsqu'on parle du reste, eh bien, on oublie de traiter l'essentiel. Oui, mais vous dites vous-même, il vous faut une majorité. Donc là, c'est l'occasion de... Oui, mais en même temps, cette majorité, encore une fois, elle ne peut, et la démonstration est faite, chaque fois qu'il y a division, chaque fois il y a échec. Et quand ceux qui veulent faire de la politique, et notamment les plus jeunes, se prépareront à s'engager dans la vie politique, qu'ils retiennent cette leçon. Les valeurs, un engagement et le respect de ces engagements, la vérité. La France a trop souffert des mensonges. Et si il y a eu autant d'abstention, c'est aussi parce que le président précédent a donné l'impression qu'il pouvait tout régler. L'hyper-présidentialisation a coupé les ailes de l'élection législative et du débat sur les solutions à apporter. Et moi, je veux que nous apportions des solutions. Et c'est à ça que sert un débat comme celui-ci. Comment est-ce que vous n'arrivez pas vraiment à faire régner la discipline au sein de votre parti? On voit ce qui se passe aussi en ce moment avec Mme Royal. C'est un petit peu compliqué. On a l'impression qu'aussi bien dans notre région qu'ailleurs, il y a toujours des francs-tireurs, en fait. Chacun son rôle. J'ai été longtemps le premier secrétaire pendant 18 ans de la fédération de ce parti. Je ne suis pas responsable de la fédération de l'Eure. Je ne suis pas responsable au niveau national. Je suis un dirigeant politique et je souhaite que les règles du parti soient respectées. Et partant de là, je suivrai évidemment et j'espère que celles et ceux qui ont commis ces erreurs en tireront les leçons. Pour ma part, ça se passera dans le huis clos de mon bureau. Et je dirai les choses. Oula, il va y avoir une explication là. Parce que ce sont quand même deux conseillères régionales, en l'occurrence, qui étaient dissidentes. Les conseillers régionaux, cher Philippe Goudet, ont été très présents à la fois dans cette campagne. Il y en a beaucoup autour de cette table d'ailleurs. Oui, et moi je me félicite que la région, collectivité que M. Sarkozy voulait rayer de la carte, on a parlé aussi des départements, puisse faire naître de tels talents en politique. Très bien. Alors, Monsieur Taleb, on revient au cas particulier d'Europe Écologie Les Verts. Les méchantes langues disent que finalement, sur le Parti Socialiste, c'est pas terrible pour vous parce que vous seul, si on prend les cas, on peut d'ailleurs comparer les chiffres dans la région, dans les circonscriptions où vous étiez seul, en plus d'un candidat socialiste, en plus d'un candidat du Front de gauche, vos résultats, vous dépassez rarement les 5%, pour être honnête. Bon. Donc, finalement, est-ce que le PS n'a pas été trop sympa avec vous, d'une certaine façon ? Je ne pense pas que ça se passe comme ça. Je crois que les méchantes langues sont très méchantes, mais la réalité est un peu différente de la description que vous en faites en l'espèce. On sait bien que les élections nationales, je ne veux pas faire de langue de bois, on est un peu déçu du résultat. On espérait un résultat un peu meilleur, y compris aux élections législatives, même s'il est meilleur que celui de 2007, même s'il est en progression par rapport au présidentiel, il est en deçà. C'est pas le résultat de ce qu'on espérait. Les européennes, vous avez non, mais justement, il ne faut pas comparer les carottes et les choux. Ce n'est pas du tout les mêmes élections, ce n'est pas du tout les mêmes enjeux. Je vous fais observer que les européennes, comme les municipales, comme les régionales, ce sont des modes de scrutin qui sont plus démocratiques que ceux auxquels on est confronté là, puisqu'il s'agit de modes de scrutin qui garantissent à l'ensemble de la diversité politique sa représentation dans les enceintes. Et les électeurs, ils sont pragmatiques et ils ont une certaine forme de raison. Moi, je comprends qu'un électeur aux élections présidentielles souhaite élire le président de la République et mettre l'élection du président de la République, surtout quand il s'agissait de renvoyer ses études le précédent, l'envie de changer de président de la République. Je ne crois pas que le résultat d'Eva Joly soit représentatif, n'en déplaise à M. Bay, de la représentativité de l'écologie politique dans ce pays. On aura l'occasion de s'en apercevoir. Les élections présidentielles et législatives n'ont pas effacé la crise écologique. Je vous promets, je vous l'assure. On va reparler du changement climatique, on va reparler de la crise de la biodiversité, on va reparler de toutes les questions que portent les écologistes. Mais oui, bien sûr, ce sont des questions. Pas crédible sur les grands enjeux nationaux. Mais vous ne l'êtes pas, c'est certain, sur ces enjeux-là. En tout cas, c'est pas ce que disent les électeurs. Vous n'êtes pas un candidat écologiste. Soyons raisonnables. Je vous donne rendez-vous dans les prochains scrutins, dans les scrutins où il y a proportionnel, et vous verrez que les résultats, et dans les élections locales. Et vous savez, moi, je ne suis pas une certaine expérience politique, et j'en suis à un moment de mon parcours avec le Parti socialiste régional, la liste de Claude Taleb n'a eu aucun élu. La liste de Claude Taleb a eu 9% des voix. Ça me semble assez logique qu'elle ait eu des élus, mon cher monsieur Bay. Oui, mais ça s'appelle la démocratie. Ne vous en déplaise. Donc, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Allez-y, monsieur Taleb. Monsieur Bay, s'il vous plaît, vous reprendrez la parole tout à l'heure. Vous êtes en avance. Allez-y. Moi, je vous donne rendez-vous aux prochaines élections. J'ai assez d'expérience politique dans mon parcours aujourd'hui pour reconnaître
que les écologistes, peut-être, les électeurs considèrent que nous ne sommes pas suffisamment crédibles sur des scrutins nationaux. Ben oui. Parce qu'en effet, pour une élection législative, il faut peut-être travailler dans la durée pour représenter les candidats, les faire mieux connaître que nous sont en général connus les candidats des écologistes. Mais je vous donne rendez-vous aux élections locales. Parce qu'aux élections locales, les citoyens, les habitants savent à quoi servent les écologistes. Ils savent dans quelle mesure les réformes qui sont poussées par les écologistes depuis des années, ça marche, Monsieur Bay et mesdames et messieurs, ça marche. L'écologie dans les collectivités, dans les mairies, dans les régions. Voilà. Ça fonctionne très bien. Monsieur Boudemazière, rapidement, ensuite Madame Brulin. À désindustrialiser le pays et notamment mais sur notre territoire par la fermeture Sarkozy, des centrales nucléaires. C'est franchement drôle. drôle. Vraiment dommage que supprimer 3500 emplois par rapport à l'EPR, c'est une catastrophe pour nos travailleurs. 500 000 emplois industriels détruits pendant le mandat de Nicolas Sarkozy. Attendez, on ne va pas jeter des chiffres sur la figure, parce qu'on va s'y perdre. Je voulais poser une question à Mme Brulin. Je voudrais quand même vous signaler que la politique de désindustrialisation ne date pas depuis 5 ans, M. Bay. Elle date depuis plus d'une trentaine d'années. Et vous savez qui a désindustrialisé le territoire national? Bon, alors une question à Mme Brulin. Alors, le Front de gauche, vous, votre stratégie, elle a évolué, clairement. On a connu l'époque, 1981, et ça avait même commencé avant d'ailleurs, où il y avait eu un accord de gauche entre le Parti socialiste, les radicaux de gauche et le Parti communiste. Vous avez eu des ministres communistes dans différents gouvernements, et là on a l'impression, ça a commencé au niveau des européennes, ensuite un petit peu les régionales, même si ça se passe mieux, et puis maintenant au niveau des législatives, on a l'impression que vous avez un petit peu quitté le camp de l'Union. Europe Écologie Les Verts clairement a signé un accord, même s'il a été dénoncé par M. Hollande. Je vous dénie le droit de dire ça. Attendez, je termine, vous allez répondre. Le droit de dire que nous avons quitté le camp de l'Union, on vient de parler de la 5e circonscription. Non, attendez. Moi, je vous dénie le droit de dire ça. Nous sommes dans le camp du rassemblement à gauche. On a appelé très clairement à voter à gauche pour les candidats qui sont en tête de la gauche. Là, on est d'accord là-dessus. C'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Très bien. Simplement, Alors, vous n'avez pas signé un accord de gouvernement avant les élections, que ce soit l'élection présidentielle ou les élections législatives. Vous êtes d'accord avec ça? Absolument. Bon. Est-ce que le risque, c'est pas de vous marginaliser et de vous extrême gauchiser? C'est ça la question. Moi, je pense que les gens ont formulé, à la fois dans la présidentielle et dans ces législatives, un vote de crise. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'inquiétudes sur l'avenir de notre pays, de l'Europe, et que la première des priorités, c'était de sortir Nicolas Sarkozy, le président sortant, et puis ensuite, d'essayer... C'est pas un programme, ça. Voilà, c'est pas un programme. Je trouve que maintenant, il faut que la gauche porte des propositions qui permettent de sortir la France de la crise, l'Europe de la crise. Il y a par exemple des choses très importantes à initier sur l'Europe. Moi, il me semble que le traité sur lequel Nicolas Sarkozy a posé sa signature avant de quitter le pouvoir doit être soumis à référendum, ainsi que tous les traités européens qui concerneront la souveraineté du peuple français. Je pense, on parle depuis tout à l'heure de l'abstention. À chaque mois, vous me faites le plaisir de m'inviter pour commenter chaque élection. Hormis à la présidentielle, à chaque fois, nous commentons les très hauts scores de l'abstention. Eh bien, je pense qu'il y a urgence à ce que la gauche initie une 6e République qui ressource nos institutions, parce qu'on ne peut décemment pas continuer comme ça, où en gros les gens se déplacent pour la présidentielle et pour le reste, pour les autres élections, restent chez eux. Je pense qu'il y a des mesures à prendre en faveur de l'emploi. Au Sénat, dont la majorité est passée à gauche il y a quelques semaines, quelques mois, ce dont je me réjouis, nous avions fait une proposition qui concernait l'interdiction de ce qu'on appelle les licenciements boursiers, c'est-à-dire de permettre que la loi interdise aux entreprises, non pas celles qui sont en difficulté, mais qui font des profits, qui augmentent les dividendes des actionnaires pour leur interdire les licenciements. Eh bien, malheureusement, il a manqué quelques voix au Sénat pour voter cette loi. Voilà, il y a des vrais chantiers sur lesquels la gauche est attendue. Elle est attendue au titre des urgences sociales qui s'expriment, et là je ne développe pas, on pourrait en citer beaucoup, et nous serons déterminés à faire réussir la gauche dans ce sens-là. Pas au sein d'un gouvernement. Si c'est un gouvernement qui propose de mettre en œuvre cette politique-là, nous n'aurons aucun problème à en être. On va suivre ça de très près alors. Monsieur Desmazières, vous êtes un petit peu en retard. Moi, j'aurais aimé vous entendre aussi sur cette abstention. Est-ce que vous pensez que c'est là aussi que peuvent encore se trouver des réserves de voix? Et est-ce que vous avez encore envie d'aller les chercher aujourd'hui? Est-ce que vous n'êtes pas un peu démobilisé? On a l'impression que la droite est un peu sonnée aujourd'hui dans la région. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au soir du premier tour, l'ensemble des militants adhérents et sympathisants de notre mouvement, de l'UMP et du Nouveau Centre, puisque je vous rappelle que nous sommes
complémentaires, mais également rassemblés et unis, se sont mobilisés et nous allons, bien entendu, et nous avons déjà commencé à arpenter, si je puis dire, le terrain auprès de chaque habitant, auprès de chaque électeur, pour qu'ils puissent apporter leur soutien à nos candidats. Oui, effectivement. Si on parle des réserves de voix, justement, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager, pourquoi pas, hein, j'extrapole, mais des alliances, voilà, des Alors, alliances écoutez, avec des gens du Front National, comme c'est déjà le cas dans le Sud, par Je ne exemple. vais pas vous laisser terminer de me poser cette question, puisque je m'y attendais. Moi, je vais être très simple et très direct. Ce que j'appelle, moi, c'est l'ensemble des électeurs. L'ensemble des électeurs à porter leur voix sur les candidats, nos candidats UMP Nouveau Centre. Un point, c'est tout. Je voudrais quand même vous rappeler qu'à l'issue du premier tour des présidentielles, le président de la République, François Hollande, qu'est-ce qu'il a dit? Il a appelé l'ensemble des électeurs de droite, de gauche, d'extrême gauche et d'extrême droite à lui apporter son soutien. Donc, c'est aussi simple que cela. Voilà, je n'ai rien d'autre à vous dire par rapport à cela. Est-ce qu'il n'y a pas eu un changement de stratégie chez vous avec le nouveau centre, dans le sens où on avait entendu pendant des mois M. Sarkozy dire, il ne disait pas je ne veux pas avoir une tête qui dépasse, mais il disait il faut un seul candidat, alors que M. Morin était favorable à une thèse différente. Alors là, on a l'impression que ça y est, vous vous êtes réconciliés, nouveau centre, UMP, tout se passe bien entre nous, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un changement de stratégie entre la présidentielle et les législatives? Écoutez, il n'y a jamais eu quoi que ce soit de divergent ou autre entre l'UMP et le nouveau centre. On a chacun nos idées. Ce que je peux vous dire, non, mais entre M. Sarkozy et M. Morin, oui. Écoutez, je parle actuellement, en tout cas, de cette campagne des législatives. Je l'ai dit et je le répète, avec le nouveau centre, nous sommes rassemblés et unis pour gagner ces législatives. Madame Morin-Desailly. Oui, je crois qu'il faut replacer les choses dans leur contexte. Nous vivons une situation, il faut bien le rappeler aussi à ceux qui nous regardent, tout de même inédite. Nous traversons une crise mondiale, économique et financière d'une ampleur sans précédent. Nous avons des défis immenses à résoudre et je crois que l'important, c'était, nous en tout cas, de nous rassembler autour d'objectifs communs. Moi, je voudrais en citer quelques-uns. Le redressement des comptes publics. C'est vrai que sur ce sujet, le nouveau centre a toujours été extrêmement volontariste. Depuis 2007, il réclamait l'inscription de la règle d'or. Ce n'était pas forcément acquis au départ. Je prends cet exemple parce qu'on en reparle beaucoup en ce moment. Donc le redressement des comptes publics, la compétitivité de nos entreprises, donc l'emploi. Moi, je note que depuis 6 semaines qu'il y a un nouveau gouvernement, aucune proposition n'est faite dans ce sens. L'éducation, bien sûr, car notre système scolaire doit être refondé en profondeur. Il ne s'agit pas simplement de vouloir mettre plus et toujours plus de professeurs. C'est beaucoup plus qualitatif que ça, la question de l'enseignement. Il y a aussi la question d'une Europe. Comment on fait évoluer l'Europe vers plus de transparence, une Europe qui soit moins contraignante au niveau normes et administration, mais qui soit plus stratégique, qui soit plus intégrée et qui ait une vraie vision de sa place dans le monde, qui protège mieux la France en même temps. Et puis une société de la reconnaissance, qui soit une société de la reconnaissance de chacun, avec bien sûr des droits, mais aussi des devoirs, et le principe de respect aussi des valeurs de notre République, liberté, égalité, fraternité et laïcité, qui est le respect de toutes les religions, mais la religion est dans la sphère privée. Donc voilà un peu les grands chantiers qui nous ont rassemblés. Moi, ce que je note, c'est que depuis 6 semaines, encore une fois, on a une politique en trompe-l'œil, c'est-à-dire qu'on ne dit pas aux Français la vérité des chiffres, la vérité des choses. Est-ce que vous craignez des mauvaises nouvelles? Tout à fait, vous allez voir, je suis prête à prendre répondre. rendez-vous sur ce plateau dès le moment où on va, au Sénat en tout cas, débattre de la loi de finances rectificative. Depuis 6 semaines, déjà, de nombreuses dépenses supplémentaires ont été engagées, plusieurs milliards d'euros. Lesquels, je ne sais pas dans quelles conditions cela sera Donnez-nous des exemples, financé. s'il vous plaît. Par exemple, le fait de revenir sur la réforme des retraites. On est à contre-courant de ce qui s'est fait dans les autres pays européens
En même temps, c'est pour ça qu'on commence à travailler à 18 ans. L'allocation de rentrée scolaire, pour ne citer que quelques exemples, et on n'est pas dans des mesures structurelles qui vont, elles, permettre de relancer la croissance, créer de l'emploi et de la richesse à plus long terme. Décréter la croissance, c'est très bien, tout le monde souhaite de la croissance, mais il faut que ça soit conjugué à de la rigueur. Et aujourd'hui, ce qui nous est proposé, c'est plus de dépenses de fonctionnement public qui, en définitive, ne sont pas finançables et financées aujourd'hui. Il faut dire la réalité. La situation est grave, il faut la dire aux Français. Et je pense que les lendemains ne chanteront pas au lendemain de l'installation de la nouvelle Assemblée si elle doit être de majorité de gauche. Alors, Monsieur Le Verne, si j'ose dire, Monsieur Hollande a trouvé une baguette magique. C'est vrai qu'on peut dépenser plus aujourd'hui ? Mais il l'a parfaitement expliqué et il le met en œuvre. Moi, je trouve un peu indécent que notre collègue tienne ce type de propos au bout de 6 semaines. Les téléspectateurs de cette région se souviennent de Petroplus, de Sealing, de M-Réal, avec ses promesses depuis de très nombreuses années, des ministres en exercice, parce qu'on en a eu 2 de ministres, dont un d'ailleurs aujourd'hui est en difficulté par une collègue du Conseil régional, Mélanie Maméry, qui devait produire un programme. Qui devait produire un programme pour le nouveau centre, dont on attend d'abord les premières lignes. Il y a indécence parce que, oui, la droite sait ce qu'elle a caché sous les tapis des différents ministères. Mais la réalité du pouvoir d'achat, la réalité de la relance, c'est quoi ? C'est d'abord un vrai programme de relance au plan européen avec de grandes infrastructures dont nous avons besoin. Et il a convaincu l'Union européenne, il a convaincu le G20 qu'il était nécessaire que les pays développés s'engagent dans une politique de croissance. Cette croissance, elle a des retombées au niveau de l'emploi, elle a des retombées dans les caisses de l'État parce que nous avons des recettes nouvelles. Le pouvoir d'achat que nous avons distribué, il est premièrement financé. Et évidemment, pour ceux qui ont servi les plus hauts revenus, les centaines de millions de Madame Bettencourt, les Golden Parachutes et le reste, ceux-là, ça peut les choquer que l'on donne une somme même modeste aux smicards. Mais c'est ça la différence entre la gauche et la droite. Et on voit bien qu'aujourd'hui, la droite, elle commence déjà à contester l'avance qui a été faite sur le SMIC. Et ça veut dire que si demain, elle gagnait les élections, la TVA sociale, oui, on y aurait droit, puisque cette loi a été votée par le parlementaire de droite. Et donc l'enjeu de dimanche prochain, c'est vous voulez la TVA sociale ou vous ne la voulez pas ? Vous voulez l'augmentation du SMIC ou vous ne la voulez pas ? Vous voulez une justice plus grande au niveau du pouvoir d'achat ? Vous voulez une santé qui soit une santé pour tous ou vous ne voulez pas, etc., etc. Est-ce qu'il va y avoir des augmentations d'impôts ? Mais M. Goudet, le président de la République, s'est engagé à ce qu'il n'y ait pas d'augmentation d'impôts. Et il a été expliqué comment l'augmentation du SMIC, comment la retraite à 60 ans était financée. Chaque mesure sera expliquée quant à son financement. Et je donne rendez-vous dans de prochaines émissions pour qu'on fasse le point ensemble. Je crois que ce qui est important, c'est que après les mensonges de M. Sarkozy, après les moments où il convoquait les médias parce qu'il y avait un fait divers et il disait « je vais voter une loi et on va régler le problème ». Non, nous sommes revenus dans un système démocratique et parlementaire où il y a un président de la République qui donne les orientations, il y a un gouvernement qui propose au Parlement et il y a le débat parlementaire. Et c'est à ça que servent les élus du peuple que nous devons élire dimanche prochain. Alors un petit point, pardonnez-moi, un petit point de chronométrage. Vous, Monsieur de Mazières, et vous, Madame Brunel, vous êtes un petit peu en retard. Alors d'abord, Monsieur de Mazières, est-ce que vous-même, vous craignez des lendemains qui déchantent, notamment sur le plan fiscal ? Je ne crains pas, j'en suis certain. Il y aura des lendemains qui déchantent. Et je pense qu'il y aura des augmentations parsemées un peu partout. Et les Français devront payer la politique mise en place par le gouvernement héros. Et j'en suis certain. Je pense que les Françaises et les Français se réveilleront avec des maux de tête terribles parce qu'ils vont devoir ouvrir leur porte-monnaie un peu plus grand. Ça, j'en suis sûr. Alors, ce que je voulais revenir aussi... on va vous donner la parole, Madame Brulin. Sur tout le programme de François Hollande. Bon, écoutez, nous verrons bien ce que cela donnera. Je voudrais revenir simplement sur le nucléaire. C'est une catastrophe.
de vouloir... C'est quand même le fléau de notre industrie, le nucléaire. Et quand je vois la politique mise en place par le gouvernement actuel sur des fermetures de réacteurs, moi je pose la question, qu'allons-nous faire? Attendez, quels réacteurs vont fermer? Vous pouvez L'EPR. Oui, mais attendez. Je parle de l'EPR. Il n'y a pas de construction. Oui, pas de construction. Non, parce que par exemple, l'Europe Écologie Les Verts était favorable à la fermeture de Je centrales pose qui la fonctionnent. question, Ouais. qu'adviendra-t-il de la centrale nucléaire de Paluel? Qu'adviendra-t-il de la centrale nucléaire de Penly? Quand on sait que la Seine-Maritime, c'est, on va dire en quelque sorte, un territoire un peu rural. Quand on sait que remplacer un réacteur par des panneaux photovoltaïques, vous savez combien il faut de surface pour remplacer Non, mais écoutez, 11 500 les hectares. énergies pour les nuls. Allez comme vous faites, expliquer là. ça Enfin, à nos agriculteurs du territoire sénomarin. Combien faut-il d'éoliennes? Quel est le rapport entre les agriculteurs, le 2600 nucléaire et le éoliennes. photovoltaïque? Pouvez-vous Non, mais m'expliquer de quoi vous allez parlez? expliquer aux habitants sénomarins comment vous allez faire ensuite pour aménager le territoire. Moi, c'est une simple question. J'attends une réponse de Vous votre avez part. raison de critiquer les éoliennes, mais l'UMP a soutenu en permanence, et Bruno Le Maire au Conseil régional, tous les projets d'éoliennes qui dévastent nos paysages et qui sont en effet absolument pas une solution. Monsieur B, Vous ne ne pouvez dites pas dire de ça, c'est n'importe faux, quoi. monsieur B. Ce que nous avons soutenu à travers le Grenelle, d'ailleurs merci le Grenelle, c'est un projet en effet de vaste parc éolien offshore C'est ça, merci. Ça que fait la sourire, région monsieur porte Taleb. aussi Oui. aujourd'hui. Tout à fait. Donc moi je veux poser la question aussi parce qu'on a vu qu'il y avait quand même un peu de tension au niveau des élus régionaux à travers ces élections législatives, qui avaient aussi des divergences entre mes deux voisins, le groupe des Verts, le groupe socialiste à la région. Que va-t-il advenir de notre région sur des projets extrêmement structurants? Le mix énergétique, qui comporte le projet de développement de l'éolien offshore, qui comporte en effet le projet d'EPR à Penly, entre autres, mais que vont devenir des projets aussi tels que l'axe Seine, le Grand Paris, quand on sait que c'est Madame Duflot qui est en charge de ce dossier, qui Très est bien, venue très bien. Très bonne ici ministre. commenter le contournement est dont elle ne veut pas, la ligne nouvelle également. Donc voilà, moi je pose ces vraies questions, parce que voilà des sujets qui ont été portés par le gouvernement précédent, qui étaient des chances de développement très importants pour la région normande. Et moi j'ai une vraie question par rapport à mon rôle en tant que conseillère régionale. Que va-t-il se passer? Et que va-t-il se passer entre la région et le gouvernement aujourd'hui quand je vois les divergences? Voilà. Oui, alors Madame Brulin, on sait qu'au sein de la gauche, vous disiez tout à l'heure que vous étiez prêt à faire des erreurs, on comprend très bien. Maintenant, du côté d'Europe Écologie Les Verts et du côté du Parti communiste, et de manière générale du Front de gauche, mais surtout du Parti communiste, vous n'êtes pas tout à fait sur la même ligne en ce qui concerne, c'est un mauvais jeu de mots, en ce qui concerne l'électricité nucléaire, par exemple. Mais on est avec Claude, on est sur le même banc à la région, il n'y a pas de souci. Quand on n'est pas d'accord, on se le dit, il n'y a pas de souci. Par contre, moi, mais là, on parle du fond, là. Je voudrais Allez expliquer dire ça à Sébastien à la différence de Allez mes expliquer ça à voisins de Sébastien Jumel, circonstance, Madame Brulin. moi je suis pour l'augmentation d'impôts et de taxes. Eux, ils ont diminué les impôts des plus riches. C'est ce qui, en partie, a vidé les caisses de l'État. Il faut les remplir. pouvez Il pas faut dire remplir ça. les caisses de la sécurité sociale. Et ben moi, je propose Donc pas par des impôts exemple... pour tous pour les plus riches. Moi, bien sûr, Ah oui, oui, d'accord. je Oui, propose par précise, hein. exemple, c'est ce que je viens de dire, Oui, oui, oui. par exemple, la sécurité sociale et les retraites. Si on taxait les revenus financiers des entreprises, des banques, etc., au même niveau que le sont les entreprises qui sont taxées sur les salaires, c'est-à-dire ni plus ni moins, ce qui ne mettrait pas les revenus financiers qui explosent en difficulté. On financerait la retraite à 60 ans, on comblerait le trou de la sécurité sociale et on trouverait de l'argent pour la branche famille de la sécurité sociale. Donc oui, il faut que la gauche assume de mettre des impôts et des taxes nouvelles pour financer une politique de changement. Dites À la ça aux différence ménages aujourd'hui, ils vont être contents d'entendre ça. de vider les caisses. Il y a des grands bourgeois de ce pays qui ont été ravis de toucher des chèques, parce que c'est comme ça que ça s'est passé pendant la mandature de Nicolas Sarkozy. Il faut rompre avec ça, il faut aller chercher l'argent là où il est pour financer de véritables changements. C'est ce qui est attendu dans ce pays.
Moi, je crois qu'il faut une vraie justice fiscale, excusez-moi, mais la justice fiscale, ça consiste à ce que, par exemple, les grands groupes du CAC 40 qui payent actuellement 8% d'impôts sur les sociétés en payent beaucoup plus, alors que les PME et PMI qui créent vraiment des emplois, y compris dans la région, en payent en moyenne 22%. Non, je ne suis pas d'accord parce que la solution avec les communistes, c'est toujours de créer... pour qu'il n'y ait plus du tout d'impôts. C'est-à-dire que ce soit la loi de la jungle, encore pire qu'aujourd'hui. Je viens de dire exactement le contraire, donc n'apportez pas une démonstration de votre incapacité à comprendre les choses simples. Et que les plus modestes soient encore moins protégés qu'aujourd'hui, que chacun c'est exactement le contraire. Je viens d'expliquer justement qu'il fallait que la grande finance, que les grands groupes qui font des bénéfices considérables, dont les travailleurs ne revoient jamais la couleur, soient taxés davantage et des impôts plus importants. En revanche, il faut aussi savoir faire des économies. Alors je sais que c'est un gros mot, surtout pour les gens de gauche, mais c'est absolument indispensable. Il faut que l'État assure ses fonctions fondamentales, ses fonctions régaliennes, les services publics partout, etc. Mais qu'en revanche, qu'on arrête de distribuer à tout va. La politique d'immigration... Pour l'école, pour la police, pour la justice, pour l'hôpital, c'est ça que vous voulez dire. La politique d'immigration coûte chaque année à la France 70 milliards d'euros. Eh bien, là, il y a une économie à faire. Quand on voit qu'on impose des plans d'austérité aux Français, qu'on leur demande des sacrifices absolument considérables, et c'est les plus modestes d'entre eux qui sont touchés, eh bien, il y aurait moyen, en effet, de récupérer de l'argent public et en quantité très importante. Et puis, sur la croissance. Mais la croissance, ça ne se décrète pas, Monsieur Leverne. Il ne suffit pas de dire on parie sur la croissance. En réalité, il faut établir des protections de notre économie. Il faut faire en sorte que les produits qui arrivent à bas coût, de pays à bas coût de main-d'œuvre, où on paye à 15 € par mois des vieillards ou des enfants, eh bien que ces produits arrivant en France et en Europe soient taxés. Il faut établir des protections aux frontières, des droits de douane, des contingentements et des quotas. Si on ne fait pas ça, eh bien notre tissu économique continuera de disparaître et vous continuez dans la logique mondialiste et ultralibérale. L'ouverture totale des frontières, c'est l'immigration et les produits qui arrivent sans aucun contrôle. Monsieur B, vous êtes en train de manger, si je puis dire, votre temps de parole. On va faire une petite pause, si je puis dire, en se renseignant un petit peu sur la façon dont ça se passe dans la 7e circonscription. Après, Monsieur Taleb, vous allez parler, et après, ce sera Monsieur Leverne. Donc, on regarde la situation dans une 7e circonscription qui correspond au secteur du centre-ville, entre autres du Havre. Oui, du Havre, où Monsieur Édouard Philippe est arrivé en tête avec 39,% devant Monsieur Lojoux, mais avec un duel qui s'annonce malgré tout très serré. On regarde tout de suite ça en image avec Isabelle Gann et Hervé Gécaudou. Le maire du Havre, Édouard Philippe, devant son rival socialiste de 5 points dans la 7e circonscription de Seine-Maritime. Une avance pas si confortable sur un terrain pourtant réputé à droite. Ça me laisse à penser que l'élection dimanche prochain sera serrée, mais je l'aborde avec plutôt beaucoup de confiance et je considère que compte tenu de la poussée qu'on a pu observer socialiste au sein de la gauche au Havre, dans la 8e circonscription comme dans la 7e, je crois que c'est pas mal de sortir en tête. Malgré la vague rose, Laurent Logioux doit se contenter de 34% des suffrages, mais il espère bien y ajouter l'ensemble des voix de gauche pour le second tour. J'aurais certainement préféré être devant mon adversaire, mais ce qui compte surtout, c'est que la totalité des voix de gauche soit si importante. Donc je vais dans cette campagne avec beaucoup d'ambition et j'espère que la semaine prochaine, il y aura un deuxième député sur cette agglomération socialiste. Dans chaque camp, il va falloir mobiliser. La participation, qui était de 70% à la présidentielle, est en effet tombée à 52% pour ce premier tour des élections législatives. Alors, Monsieur Taleb, on va tout de suite vous faire réagir, notamment on reste un petit peu dans le secteur du Havre. On va revenir aussi un petit peu sur le nucléaire. Bah oui, je suis désolée, mais c'est... On est dans une région, voilà, où on est concerné. Il faut véritablement abandonner Penly. Pour vous, c'est une priorité aujourd'hui ? Oui, bien sûr que c'est une priorité. Je pense que ce sera abandonné. C'est au programme, on va dire, de la nouvelle majorité de ne pas réaliser... Pourtant, tous les élus étaient d'accord pour le garder. Il y avait unanimité aujourd'hui dans la région. Enfin, je parlais des élus locaux, bien sûr, mais moi, on parle, il me semble-t-il, des élections législatives et de la majorité gouvernementale. Donc je crois qu'en effet, le fait de ne pas construire Penly est inscrit au projet de la majorité. Mais si vous permettez, parce que je sais qu'on aime beaucoup faire parler les écologistes du nucléaire et on en parle très volontiers parce qu'on a un point de vue très original sur la question, mais j'aimerais que je vous ai écouté attentivement tous là et j'ai quand même un peu rêvé d'entendre à certains propos évoquer des chantiers qui concernaient le déficit public, qui concernaient la désindustrialisation, qui concernaient l'école, l'éducation.
entendre parler des gens de ces chantiers-là alors qu'ils ont tenu eux-mêmes l'appel pendant 5 ans et qu'ils ont, s'agissant des déficits, évidemment creusé les déficits. Quand même, le paquet fiscal, on en a parlé, mais je veux le redire, je pense que ça intéresse les gens qui regardent la télé aujourd'hui de savoir que les personnes qui nous disent aujourd'hui règle d'or, déficit public, ont creusé le déficit public de notre pays avec ardeur pendant 5 ans en faisant des cadeaux aux riches. Entendre parler d'école, Madame Morin-Desailly nous dire, il faut en parler qualitativement, il faut en parler qualitativement. Écoutez, j'ai du temps de retard, là, si vous permettrez, s'il vous plaît. Mais moi aussi, j'en ai des temps de retard. Donc, on va en parler. Entendre parler du qualitatif sur l'école quand on a supprimé la formation des maîtres, excusez-moi, je pense que ça touche les familles, hein, ça touche les habitants, ça touche les électeurs de dimanche prochain, ils le savent. Ils le savent qu'on a supprimé des postes et handicapé la capacité des enseignants à faire bien leur travail. Entendre parler de désindustrialisation par des personnes qui ont fait prendre du retard au chantier d'éolien industriel, parce qu'avec l'éolien, qu'est-ce qui est en question dans notre région? C'est le développement d'une filière industrielle extrêmement importante, des milliers d'emplois. C'est bien parti, c'est freiné par l'UMP, c'est freiné par le choix qui a été fait de temporiser sur le Tréport. Entendre parler de désindustrialisation de la part de représentants d'un gouvernement qui a mis un moratoire sur le photovoltaïque l'année dernière, ce qui aboutit à 30 000 suppressions d'emplois industriels en France, alors qu'on avait une filière qui était en train d'émerger, je trouve que oui, il y a une certaine forme d'indécence, il y a une certaine forme d'inconséquence. Mais quelle sera la par position rapport de Mme Duflot sur le Grand Paris, par exemple? La position de Mme Duflot sera celle de la majorité gouvernementale s'agissant du Grand Paris. Le Grand Paris, c'est comme l'axe Seine d'ailleurs, je trouve que c'est un grand mot, c'est un mot valise. Ça va se poursuivre, mais est-ce que ça va être arrêté? Je suis très intéressé à connaître le contenu exact, au-delà des mots du Grand Paris ou de l'axe Seine, de quoi parle-t-on? De quoi parle-t-on? Le projet de M. Roselyne, pour vous, il est arrêté. Mais il n'est pas du tout arrêté. Il est simplement à définir. Je pense qu'il y a besoin de mettre des contenus dedans. De quoi parle-t-on? S'agit-il réellement de lutter contre l'inégalité entre les territoires? S'agit-il réellement d'avoir une politique de l'État avec les finances à la clé qui permettent en effet de porter des projets d'aménagement structurants qui intéressent tout le monde, et notamment des projets ferroviaires, très, très clairement. Ça, c'est favorable et je ne le vois pas. Et je pense que Cécile Duflot portera cette politique-là. Je veux quand même souligner que dans son portefeuille, il y a le logement. Le logement qui n'est pas une question neutre pour nos concitoyens, qui est une question très importante. On est d'accord. Madame Morin-Desailly, vous vouliez réagir? Oui, un sujet sur l'école. Moi, je fais partie d'un groupe politique au Sénat qui a beaucoup milité pour une réforme attendue de l'école, beaucoup plus en profondeur d'ailleurs que ce que vous et vos amis politiques dans ces assemblées ne veulent, parce qu'à chaque fois qu'on parle de refonder en profondeur la question des rythmes scolaires, la question des contenus, la question de l'autonomie des établissements, on a des levées de boucliers, il est impossible de jamais rien réformer. On sait très bien que le taux d'encadrement à l'école n'est pas la seule question, même s'il est important. Ce qui est important, et on le voit bien, puisque nous mettons dans notre système scolaire beaucoup plus d'argent que la plupart des pays qui réussissent mieux. Les enquêtes le démontrent. Donc il faut se poser les vraies questions. Il faut se poser les questions, en effet, du qualitatif, de l'adaptation dans un cadre national des méthodes pédagogiques pour enseigner les fondamentaux selon les secteurs géographiques. Voilà ce que c'est. C'est la refondation, encore une fois. Mais bien sûr, il faut parler du fond. Madame Brulin. Oui, parce que ça, vous regardez peut-être la situation de l'école dans des enquêtes. Moi, je la vois sur le terrain. Moi aussi, parce que j'ai enseigné 20 ans, Madame Brulin. Donc je la connais très bien, la situation. Un exemple parmi de nombreux autres. Il y a par exemple un nombre conséquent d'enfants en situation de handicap qui ne peuvent pas être accompagnés par des assistants de vie scolaire. Non, c'est pas faux. Je peux vous montrer, malheureusement, les gens qui sont concernés. Il y a plusieurs familles dans mon secteur. Donc non, c'est absolument pas faux. Il y a ces problèmes-là. Il y a des problèmes de fermeture de classe. Et pour le coup, vous connaissez bien le sujet, qui sont à la rentrée. Et moi, je pense qu'il faudrait que la majorité de gauche, dès qu'elle va arriver le 17 juin, décide d'un collectif budgétaire, c'est-à-dire de nouveaux moyens. Je sais qu'il y a 1000 postes qui sont programmés pour la prochaine rentrée. Mais je pense qu'il faut aller plus loin parce que 1000 postes, il y a en gros 90 départements en France, ça ne va pas faire beaucoup et en tout cas, ça ne va pas permettre d'améliorer de manière très nette la rentrée. Et donc, je pense que un des défis que doit relever la gauche, c'est de voter un collectif budgétaire. On est en train de terminer l'émission. 40 secondes pour M. Pour assurer la rentrée dans de bonnes conditions. Pour M. de Mazières. Allez-y, M. Levert. J'ai été beaucoup interpellé sur les grands projets. Ce que je veux dire, c'est que l'action du gouvernement sur les grands projets aux Normands va évidemment trouver un débouché, à différence des mois qui viennent de s'écouler. Je vous rappelle que j'ai réclamé un financement
de la part de l'État, qu'il annonce ce qu'il allait mettre. La seule collectivité qui se soit prononcée, c'est notre région. Et donc, bien entendu que tout ce qui touche à l'axe Seine et aux liaisons ferroviaires, parce que je rappelle que l'axe Seine ne comportait pas la liaison ferroviaire, le développement économique, l'industrialisation, la recherche, tout cela dans son contenu va être évidemment repris et je demanderai audience dès la semaine prochaine au Premier ministre et aux ministres compétents, de manière à ce qu'on engage là-dessus des actions concrètes. Fini les annonces. Oui aux réalisations. Et le nucléaire ? Monsieur de Maizière, rapidement, en conclusion. Moi, c'était sur la politique énergétique. Enfin, je me dis que avec la gauche, on est assuré, et les électeurs doivent en être conscients, que des projets seront enterrés. Et je parle, et je reparle, et je le redis, de l'EPR, avec plus de 3500 emplois en moins, donc, et qui va à l'encontre de la politique, et qui va à l'encontre de la politique, on est en train de terminer. et qui va à l'encontre de la politique régionale. Non, mais cela, excusez-moi, mise en place. cela ne peut pas être dit. Le président de la République a dit grand débat stratégique sur l'énergie, et ensuite, une fois que les experts ont parlé, le Parlement décide de ce qu'est la stratégie. Donc ne donnez pas la réponse au débat parlementaire. Non, mais ce sont des questions que je me pose par rapport à ces projets qui, moi, je le pense, seront enterrés. Je parle de l'EPR, je parle de tout ce qui est axe Seine, et notamment le territoire, le développement du territoire et la LNPN. Donc voilà, ce sont des questions que je me pose. Faut-il que la LNPN s'arrête à Rouen et pourquoi ne va-t-elle pas jusqu'au Havre ? Mesdames, messieurs, merci Catherine d'avoir participé à cette émission. N'oubliez pas que la vie politique se poursuit, en tout cas au niveau médiatique, sur le site internet de France 3. Et nous vous donnons bien évidemment rendez-vous pour la grande soirée sur France 3 Haute-Normandie à partir de 19h dimanche. Deuxième tour des élections législatives. Merci d'être présents comme vous avez été très nombreux pour le premier tour. À très bientôt.